Chapitre 21 Caïn et Abel. La solidification du monde a encore, dans l'ordre humain et social, d'autres conséquences dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici. Elle engendre à cet égard un état de choses dans lequel tout est compté, enregistré et réglementé, ce qui n'est d'ailleurs au fond qu'un autre genre de mécanisation. Il n'est que trop facile de constater partout, à notre époque, des faits symptomatiques tels que par exemple la manie des recensements, qui du reste se relie directement à l'importance attribuée aux statistiques, et d'une façon générale, la multiplication incessante des interventions administratives dans toutes les circonstances de la vie. Interventions qui doivent naturellement avoir pour effet d'assurer une uniformité aussi complète que possible entre les individus. D'autant plus que c'est en quelque sorte un principe de toute administration moderne de traiter ces individus comme de simples unités numériques, toutes semblables entre elles, c'est-à-dire d'agir comme si, par hypothèse, l'uniformité idéale était déjà réalisée, et de contraindre ainsi tous les hommes à s'ajuster, si l'on peut dire, à une même mesure moyenne. D'autre part, cette réglementation de plus en plus excessive se trouve avoir une conséquence fort paradoxale. C'est que, alors qu'on vante la rapidité et la facilité croissante des communications entre les pays les plus éloignés grâce aux inventions de l'industrie moderne, on apporte en même temps tous les obstacles possibles à la liberté de ces communications. Si bien qu'il est souvent pratiquement impossible de passer d'un pays à un autre. Et qu'en tout cas, cela est devenu beaucoup plus difficile qu'au temps où il n'existait aucun moyen mécanique de transport. C'est encore là un aspect particulier de la solidification. Dans un tel monde, il n'y a plus de place pour les peuples nomades qui jusqu'ici subsistaient encore dans des conditions diverses, car il en arrive peu à peu à ne plus trouver devant eux aucun espace libre. Et d'ailleurs, on s'efforce par tous les moyens de les amener à la vie sédentaire, de sorte que, sous ce rapport aussi, le moment ne semble plus très éloigné où la roue cessera de tourner. Par surcroît, dans cette vie sédentaire, les villes qui représentent en quelque sorte le dernier degré de la fixation prennent une importance prépondérante et rendent de plus en plus et tendent de plus en plus à tout absorber. Et c'est ainsi que, vers la fin du cycle, Caïn achève véritablement de tuer Abel. En effet, dans le symbolisme biblique, Caïn est représenté avant tout comme agriculteur, Abel comme pasteur. Et ils sont ainsi les types des deux sortes de peuples qui ont existé dès les origines de la présente humanité, ou du moins dès qu'il s'y est produit une première différenciation. Les sédentaires adonnés à la culture de la terre, les nomades à l'élevage des troupeaux. Ce sont là, il faut y insister, les occupations essentielles et primordiales de ces deux types d'humains. Le reste n'est qu'accidentel, dérivé ou surajouté. Et parler de peuples chasseurs ou pêcheurs, par exemple, comme le font communément les ethnologues modernes, c'est ou prendre l'accidentel pour l'essentiel, ou se référer uniquement à des cas plus ou moins tardifs d'anomalie et de dégénérescence, comme on peut en rencontrer en fait chez certains sauvages. Et les peuples principalement commerçants ou industriels de l'Occident moderne ne sont d'ailleurs pas moins anormaux, quoique d'une autre façon. Chacun de ces deux catégories avait naturellement sa loi traditionnelle propre, différente de celle de l'autre, et adaptée à son genre de vie et à la nature de ses occupations. Cette différence se manifestait notamment dans les rites sacrificiels, d'où la mention spéciale qui est faite des offrandes végétales de Caïn et des offrandes animales d'Abel dans le récit de la Genèse. Puisque nous faisions plus particulièrement appel ici au symbolisme biblique, il est bon de remarquer tout de suite à ce propos que la Torah hébraïque
se rattache proprement au type de la loi des peuples nomades. De là, la façon dont est présentée l'histoire de Caïn et d'Abel, qui au point de vue des peuples sédentaires apparaîtrait sous un autre jour et serait susceptible d'une autre interprétation. Mais d'ailleurs, bien entendu, les aspects correspondant à ces deux points de vue sont inclus l'un et l'autre dans son sens profond, et ce n'est là en somme qu'une application du double sens des symboles. Application à laquelle nous avons du reste fait une allusion partielle à propos de la solidification. Puisque cette question, comme on le verra peut-être mieux encore par la suite, se lie étroitement au symbolisme du meurtre d'Abel par Caïn. Du caractère spécial de la tradition hébraïque vient aussi la réprobation qui est attachée à certains arts ou à certains métiers qui conviennent proprement aux sédentaires, et notamment à tout ce qui se rapporte à la construction d'habitations fixes. Du moins, en fut-il effectivement ainsi jusqu'à l'époque où précisément Israël cessa d'être nomade. Tout au moins pour plusieurs siècles, c'est-à-dire jusqu'au temps de David et de Salomon. Et l'on sait que, pour construire le temple de Jérusalem, il fallut encore faire appel à des ouvriers étrangers. Ce sont naturellement les peuples agriculteurs qui, par là même qu'ils sont sédentaires, en viennent tôt ou tard à construire des villes. Et en fait, il est dit que la première ville fut fondée par Caïn lui-même. Cette fondation n'a d'ailleurs lieu que bien après qu'il a été fait mention de ses occupations agricoles, ce qui montre bien qu'il y a là comme deux phases successives dans le sédentarisme. La seconde représentant, par rapport à la première, un degré plus accentué de fixité et de resserrement spatial. D'une façon générale, les œuvres des peuples sédentaires sont, pourrait-on dire, des œuvres du temps, fixées dans l'espace à un domaine strictement délimité. Ils développent leur activité dans une continuité temporelle qui leur apparaît comme indéfinie. Par contre, les peuples nomades et pasteurs n'édifient rien de durable et ne travaillent pas en vue d'un avenir qui leur échappe. Mais ils ont devant eux l'espace, qui ne leur oppose aucune limitation, mais leur ouvre au contraire constamment de nouvelles possibilités. On retrouve ainsi la correspondance des principes cosmiques auxquels se rapporte dans un autre ordre le symbolisme de Caïn et d'Abel, le principe de compression représenté par le temps, le principe d'expansion par l'espace. À vrai dire, l'un et l'autre de ces deux principes se manifestent à la fois dans le temps et dans l'espace, comme en toute chose. Et il est nécessaire d'en faire la remarque pour éviter les identifications ou des assimilations trop simplifiées, ainsi que pour résoudre parfois certaines oppositions apparentes. Mais il n'en est pas moins certain que l'action du premier prédomine dans la condition temporelle, et celle du second dans la condition spatiale. Or le temps use l'espace, si l'on peut dire, affirmant ainsi son rôle de dévorateur. Et de même, au cours des âges, les sédentaires absorbent peu à peu les nomades. C'est là, comme nous l'indiquions plus haut, un sens social et historique du meurtre d'Abel par Caïn. L'activité des nomades s'exerce spécialement sur le règne animal, mobile comme eux. Celle des sédentaires prend au contraire pour objet direct les deux règnes fixes, le végétal et le minéral. D'autre part, par la force des choses, les sédentaires en arrivent à se constituer des symboles visuels, images faites de diverses substances, mais qui, au point de vue de leur signification essentielle, se ramènent toujours plus ou moins directement au schématisme géométrique, origine et base de toute formation spatiale. Les nomades, par contre, à qui les images sont interdites comme tout ce qui tendrait à les attacher en un lieu déterminé, se constituent des symboles sonores, seuls compatibles avec leur état de continuelle migration. Mais il y a ceci de remarquable que, parmi les facultés sensibles, la vue
a un rapport direct avec l'espace et l'ouïe avec le temps. Les éléments du symbole visuel s'expriment en simultanéité, ceux du symbole sonore en succession. Il s'opère donc dans cet ordre une sorte de renversement des relations que nous avons envisagé précédemment. Renversement qui est d'ailleurs nécessaire pour établir un certain équilibre entre les deux principes contraires dont nous avons parlé et pour maintenir leurs actions respectives dans les limites compatibles avec l'existence humaine normale. Ainsi, les sédentaires créent les arts plastiques, architecture, sculpture, peinture, c'est-à-dire les arts des formes qui se déploient dans l'espace, et les nomades créent les arts phonétiques, musique, poésie, c'est-à-dire les arts des formes qui se déroulent dans le temps. Car redisons-le encore une fois de plus, à cette occasion, tout art à ses origines est essentiellement symbolique et rituel. Et ce n'est que par une dégénérescence ultérieure, voire même très récente en réalité, qu'il perd ce caractère sacré pour devenir finalement le jeu purement profane auquel il se réduit chez nos contemporains. Voici donc où se manifeste le complémentarisme des conditions d'existence. Ceux qui travaillent pour le temps sont stabilisés dans l'espace. Ceux qui errent dans l'espace se modifient sans cesse avec le temps. Et voici où apparaît l'antinomie du sens inverse. Ceux qui vivent selon le temps, élément changeant et destructeur, se fixent et conservent. Ceux qui vivent selon l'espace, élément fixe et permanent, se dispersent et changent incessamment. Il faut qu'il en soit ainsi pour que l'existence des uns et des autres demeure possible, par l'équilibre au moins relatif qui s'établit entre les termes représentatifs des deux tendances contraires. Si l'une ou l'autre seulement de ces deux tendances, compressive et expansive, était en action, la fin viendrait bientôt, soit par cristallisation, soit par volatilisation, s'il est permis d'employer à cet égard des expressions symboliques qui doivent évoquer la coagulation et la solution alchimique, et qui correspondent d'ailleurs effectivement dans le monde actuel à deux phases dont nous aurons encore à préciser dans la suite la signification respective. Nous sommes ici en effet dans un domaine où s'affirment avec une particulière netteté toutes les conséquences des dualités cosmiques, images ou reflets plus ou moins lointains de la première dualité, celle même de l'essence et de la substance, du ciel et de la terre, de Purusha et de Prakriti, qui génère et régit toute manifestation. Mais pour en revenir au symbolisme biblique, le sacrifice animal est fatal à Abel, et l'offrande végétale de Caïn n'est pas agréée. Celui qui est béni meurt, celui qui vit est maudit. L'équilibre de part et d'autre est donc rompu. Comment le rétablir, sinon par des échanges tels que chacun ait sa part des productions de l'autre? C'est ainsi que le mouvement associe le temps et l'espace, étant en quelque sorte une résultante de leur combinaison et concilie en eux les deux tendances opposées dont il a été question tout à l'heure. Le mouvement n'est lui-même encore qu'une série de déséquilibres, mais la somme de ceux-ci constitue l'équilibre relatif compatible avec la loi de la manifestation ou du devenir, c'est-à-dire avec l'existence contingente elle-même. Tout échange entre les êtres soumis aux conditions temporelles et spatiales est en somme un mouvement, ou plutôt un ensemble de deux mouvements inverses et réciproques qui s'harmonisent et se compensent l'un l'autre. Ici, l'équilibre se réalise donc directement par le fait même de cette compensation. Le mouvement alternatif des échanges peut d'ailleurs porter sur les trois domaines, spirituel ou intellectuel pur,
psychique et corporel, en correspondance avec les trois mondes, échange des principes, des symboles et des offrandes. Telle est, dans la véritable histoire traditionnelle de l'humanité terrestre, la triple base sur laquelle repose le mystère des pactes, des alliances et des bénédictions. C'est-à-dire, au fond, la répartition même des influences spirituelles en action dans notre monde. Mais nous ne pouvons insister davantage sur ces dernières considérations qui se rapportent évidemment à un état normal dont nous sommes actuellement fort éloignés à tout égard, et dont le monde moderne, comme tel, n'est même proprement que la négation pure et simple.